si le scanner cardiaque a une place dans l'exploration et dans l'étude des pathologies péricardiques. Quand on parle de scanner cardiaque, on pense plutôt au scanner du coronaire, au bilan pré-TAVI, au bilan pré-ablation des fibrillations auriculaires, au cardiopathie congénitale, mais qu'en est-il pour le péricarde? Quand on regarde par exemple cette publication de 2010 sur les indications du scanner cardiaque, il n'existe qu'une seule ligne consacrée au péricarde, sur tout l'article. Alors le péricarde, finalement, on peut se poser cette question, est-il oublié du scanner cardiaque? La réponse est bien sûr non, et grâce notamment aux dernières évolutions technologiques et l'amélioration des résolutions spatiales et temporelles, le péricarde actuellement est étudié de façon précise, sur n'importe quel scanner thoracique, même sans synchronisation cardiaque. Mais cette étude minutieuse nous oblige, nous, radiologues, à regarder systématiquement le péricarde sur tous les examens, même sur les scanners thoraciques non synchronisés, et donc connaître bien sûr l'anatomie et la sémiologie pathologique. Et je vais illustrer ces propos par ce cas clinique. C'est un patient de 30 ans qui consulte pour des douleurs thoraciques et une dyspnée. On met en évidence sur ce topogramme de scanner un élargissement de la carène. Et effectivement, ce patient avait un kyste bronchogénique, mais il avait également, on est plutôt content de trouver le kyste bronchogénique, mais finalement, il avait également des calcifications péricardiques. Et ce patient avait en même temps un kyste bronchogénique et une péricardite chronique consécutive. Après la publication de 2010 qu'on a vu tout à l'heure, il y a eu plusieurs publications par les sociétés savantes sur le rôle du scanner dans le péricarde, dans les pathologies péricardiques. Et il en ressort que le scanner a comme point fort l'étude de l'anatomie péricardique, l'analyse des lésions extracardiaques, un lien aussi important dans le bilan préopératoire et bien sûr dans l'évaluation et la présence de calcification. J'aime bien ce tableau de Yann Bogart qui a été publié il y a 2-3 ans. Ce tableau montre qu'il compare en fait, les différentes modalités d'imagerie en cours, l'échographie transthoracique, le scanner et l'imagerie par résonance magnétique. Et ce tableau montre que le scanner est bon ou excellent dans la mise en évidence de l'épaississement des calcifications et de l'inflammation, dans la détection et la caractérisation de l'épanchement péricardique et dans l'analyse des masses médiastinales. Il montre également qu'il y a peu de chevauchement entre les différentes techniques sur tout ce qui est bon et excellent, ce qui montre que ces différentes techniques sont complémentaires. Et si on s'amusait également à compter les différents bons et excellents de chaque technique, on remarquerait que le scanner fait quasiment aussi bien que l'IRM et il est mieux que l'échographie. Depuis 1835, le péricarde a la même définition. C'est un sac fibreux-séreux qui enveloppe le cœur et la partie initiale des vaisseaux médiastinaux. Il est composé d'un péricarde pariétal et d'un péricarde viscéral. Le péricarde pariétal est représenté par deux membranes, une membrane externe fibrocartilagineuse, une membrane interne séreuse. Quant au péricarde viscéral épicarde, il est constitué d'une seule membrane séreuse adhérente à l'épicarde. Le rôle du péricarde, il est d'abord hémodynamique, parce qu'il prévient la trop grande dilatation des cavités cardiaques, et notamment les cavités droites, et il permet également l'optimisation des pressions intracavitaires. Il a aussi un rôle anatomique et mécanique, en protégeant le cœur contre les infections et les inflammations et les tumeurs, et il réduit également les frottements entre le cœur et les structures adjacentes, et il fixe également le cœur au thorax. Quant au protocole scannographique, pour la synchronisation, on a vu qu'elle est, sur les scanners de dernière génération, elle n'est plus du tout obligatoire. On peut étudier le péricarde, même sur des scanners non synchronisés. Pour l'injection, ça dépend de l'indication. Quand l'indication est plutôt la recherche de calcification ou éventuellement d'un hémopéricarde, on peut se suffire d'une hélice sans injection de fluide contraste. En revanche, quand l'indication est plutôt la recherche de tumeur ou d'exploration d'un épaississement péricardique, là, il faut injecter. Et je vous conseille, quand vous injectez, de réaliser un temps veineux d'imprégnation supérieur à 60 secondes qui permet au feuillet péricardique de se rehausser et de faire notamment la différence entre un épanchement de faible abondance qui peut mimer un épaississement. Un péricarde normal au scanner, c'est une structure linéaire, hyperdense, entre les graisses épicardiques et médiastinales qui mesurent entre 0,7 et 2 mm. Cette mesure surestime la vraie épaisseur du péricarde in vivo, qui est plutôt entre 0,4 et 1 mm. On voit ici cette structure linéaire, hyperdense, qui remonte, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à l'origine des vaisseaux médiastinaux. Je montre cette coupe en petit axe pour insister sur le fait
que le péricarde est plutôt vu du côté du ventricule droit, c'est-à-dire au niveau de la paroi libre du VD, il est très bien identifié. En revanche, au niveau de la paroi latérale du VG, il est difficilement identifiable. On verra après pourquoi c'est important. Cette coupe, c'est pour vous montrer, ici c'est l'épaisseur des coupes scanographiques, donc 0,6, 1,2 et 3 mm. Il faut savoir que plus les coupes sont épaisses, plus bien sûr l'épaisseur du péricarde sera plus importante. Ça c'est le même patient avec des coupes de 0,6, 1,2 et 3. Là, l'épaisseur du péricarde il est à 0,8, là il est à 1,2 et là il est à 1,4. Physiologiquement, le péricarde, il peut être le siège du liquide. Et ça, c'est important à connaître. On ne va pas décrire des épanchements péricardiques de faible abondance chez tous les patients. Normalement, ce volume est inférieur à 50 ml. Et on tolère toujours une lame d'épanchement péricardique, notamment postérieure, due à la déclivité ou au niveau des sinus et des récessus. Et c'est quoi ces sinus et récessus? Le péricarde, il contient deux sinus, le sinus oblique et transverse, et trois récessus qui naissent directement de la cavité péricardique. Pour le sinus oblique, il est siège en sous-carinaire et en arrière de l'oreillette gauche. Pour le sinus transverse, il siège en arrière de l'artère pulmonaire et de l'aorte ascendante, et il a comme plancher le toit de l'oreillette gauche. Le sinus transverse donne naissance à 4 récessus. D'abord, le récessus aortique supérieur, qui est entre l'aorte et la veine cave supérieure, qui lui-même peut être subdivisé en portions antérieures, postérieures et latérales droites. Il y a également le récessus aortique inférieur, et il y a également 2 extensions latérales, que sont le récessus pulmonaire droit et gauche. Ici, on voit le récessus aortique supérieur, avec ses portions antérieures et postérieures. Et ici, c'est un récessus aortique latéral pulmonaire. Enfin, il existe, comme on l'a dit, 3 récessus qui naissent directement de la cavité péricardique. Il s'agit du sinus rétrocade et des récessus des veines pulmonaires. Il en a 2, un à droite et un à gauche. Et ici, on voit très bien le récessus de la veine pulmonaire inférieure gauche. Droite, pardon. Ici en coronale, c'est important parce qu'on arrive à suivre la continuité avec le sac péricardique. La connaissance de ces sinus et récessus est très importante parce qu'il y a des diagnostics différentiels. Il y a d'abord les adénomégalies, il y a aussi les hématomes muraux aortiques. Et il faut savoir qu'au moins un sinus ou un récessus est visible chez 9 patients sur 10. C'est-à-dire quand vous faites un scanner thoracique chez n'importe quel patient pour n'importe quelle indication, vous allez voir dans quasiment tous les cas un sinus ou un récessus qui contient de l'épanchement. Et c'est normal. Le diagnostic différentiel avec les adénomégalies est notamment très important dans un contexte d'oncologie. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument faire... les récessus peuvent facilement mimer des adénomégalies médiastinales. Ce papier a bien décrit les signes qui sont en faveur de l'adénopathie, qui sont la présence éventuelle d'effets de masse, les contours lobulés et la densité tissulaire. Les arguments en faveur d'un récessus sont l'absence d'effet de masse, la continuité avec les autres récessus péricardiques et la cavité péricardique, et là, la reconstruction multiplanaire sont très importantes, et bien sûr, la densité qui sera liquidienne pour les récessus. On voit ici l'exemple d'un récessus postérieur du sinus oblique, dont la densité est à 19, donc liquidienne, qu'on pouvait prendre pour éventuellement une adénomégalie. Et ici, l'importance du temps veineux et de l'injection de fluide de contraste qui nous permet de faire la part entre un récessus aortique supérieur et un ganglion. Ce schéma, c'est pour résumer les principaux sinus et récessus. Donc on a en 2 le récessus transverse, le sinus transverse, pardon. Ici, c'est le récessus aortique supérieur. En 3 et en 5, c'est les récessus pulmonaires latéraux droit et gauche. En 4, c'est le sinus oblique. En 7 et en 6, c'est les récessus des veines pulmonaires. Maintenant, on va aborder le volet pathologique. On va commencer par les anomalies congénitales. En premier lieu, la génésie du péricarde, qui reste une pathologie qui est très rare, qui peut être partielle ou totale, et quand elle est partielle, elle va plutôt intéresser la paroi latérale gauche. Et il peut y avoir des complications telles que les hernies de structure cardiaque, notamment l'auricule. Cette agénésie peut s'associer à des anomalies congénitales comme la CIV, la CIA, la persistance du canal artériel et le kyste bronchogénique. Et le diagnostic des défects partiels
à gauche, on l'a vu, est difficile. Pourquoi? Parce que justement, on a toujours des difficultés à voir le péricarde à gauche. Donc c'est difficile de porter le diagnostic par des signes directs. Le diagnostic va plutôt reposer sur les signes indirects, à savoir la rotation excessive du cœur et l'indentation du cœur en regard d'un éventuel défect. Pour la génésie totale, les principaux signes sont l'absence de visualisation du péricarde, le déplacement gauche du cœur, le déplacement postérolatéral de l'apex, et, c'est très important, l'interposition de parenchyme pulmonaire entre l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est un cas tiré de la littérature, et on voit très bien ici la déviation du cœur, l'absence de visualisation du péricarde, et surtout l'interposition de ce parenchyme pulmonaire entre l'aorte et l'artère pulmonaire. En deuxième lieu, on va voir les disques péricardiques, qui sont des anomalies du développement du péricarde, sans communication avec la cavité péricardique. Sa localisation préférentielle, c'est l'angle cardiophrényque droit, et ils sont en général asymptomatiques. Au scanner, ça sera des lésions liquidiennes, sans rehaussement, homogène et bien limité. À la différence, le diverticule péricardique communique avec la cavité péricardique, et il a comme caractéristique de pouvoir changer de morphologie avec la position du patient. On voit ici une position pro-cubitus. C'est le même patient qui a été basculé en décubitus ventral. On voit là que la lésion change de position et change de forme. Pour les épanchements, c'est des collections liquidiennes entre les feuilles du péricarde. Et ici, le rôle du scanner, c'est vraiment de quantifier l'épanchement et éventuellement de préciser sa nature. Pour l'abondance, on va se baser sur l'épaisseur de l'épanchement en coupe axiale. Il sera considéré comme faible si elle est inférieure à 10 mm, de moyenne si elle est entre 10 et 20 mm, et de grande abondance si elle est supérieure à 20 mm. Et il est important dans ce cas toujours préciser le retentissement sur les cavités cardiaques en analysant les cavités droites et la veine cave inférieure. Pour les maux péricardes, le diagnostic est simple. C'est un épanchement qui sera spontanément hyperdense et qui ne va pas se rehausser après injection d'un produit de contraste. Je dois souligner d'ailleurs à M. Pantana de Nîmes. Les principales étiologies sont la péricardite hémorragique, la dissection et l'IDM avec la rupture à compliquée de rupture myocardique. Pour la tamponnade, on ne va quasiment jamais voir de tamponnade au scanner parce que normalement, elle n'arrive pas au scanner. C'est des patients qui sont diagnostiqués en échographie. C'est très important de le savoir. Mais si on a une tamponnade au scanner, il faut quand même reconnaître les signes qui sont l'épanchement péricardique abondant et le collapsus des cavités droites. On voit ici la déviation du septum interventriculaire. Et c'est cette accumulation rapide de liquide dans la cavité péricardique qui va être responsable de troubles du remplissage. Il y a plusieurs étiologies, et celle-là notamment ce qui est une péricardite aiguë. On voit très bien ici le rehaussement linéaire, non nodulaire, régulier du péricarde. Pour la péricardite chronique constrictive, elle est due à une perte d'élasticité du sac péricardique et une inflammation chronique. Ce sera un processus fibreux, parfois calcifié, qui sera responsable de constriction et d'anomalies de remplissage. Les principales étiologies, ça va être idiopathique, la tuberculose, et c'est très fréquent en Tunisie, la radiothérapie et la chirurgie cardiaque. Tous les moyens d'imagerie ici et d'exploration peuvent être utiles pour le diagnostic, notamment le cathétérisme, l'IRM et le scanner. Comme on parle de scanner, on va voir les signes scanographiques, c'est essentiellement l'épaississement péricardique, plus ou moins les calcifications. C'est très important, les calcifications ne sont pas obligatoires pour le diagnostic de constriction. Ces calcifications vont prédominer pour l'épaississement en regard de la paroi libre du VT et dans le sillon auriculo-ventriculaire droit. On va également voir si on a injecté un aspect tubulé des cavités cardiaques et une dilatation de l'oreillette droite et de la veine cave inférieure. Comme le scanner cardiaque est très efficace pour les calcifications, il est très important alors de faire un inventaire anatomique complet pour aider le chirurgien avant une éventuelle intervention chirurgicale. Et là, le rôle du scanner est très important. Ici, deux cas de péricardite chronique constrictive. On voit ici l'épaississement qui est plutôt circonférentiel, et ici, comme on l'a dit, qui prédomine largement en regard du sillon auriculo-ventriculaire droit et la paroi libre du VT. Ce cas est tiré de la littérature, et là, c'est pour cette raison que le bilan préopératoire est important, qui va montrer que ces calcifications envahissent carrément le myocarde. Pardon, voilà, c'est malheureusement les termes. Ouais. Ah, voilà. C'est une image VR et c'est très important. Les VR, en général, on dit en radio, c'est pas très important.
Mais du coup, là, pour la péricardite chronique constrictive, c'est très important de donner des images VR aux chirurgiens cardiovasculaires pour qu'ils puissent vraiment localiser les calcifications en 3D. Pour les masses péricardiques, le rôle du scanner est également important. Il faut d'abord éliminer tout ce qui est pseudomasse, notamment l'hypertrophie de la graisse, les épanchements cloisonnés, les hématomes et aussi ce qu'on appelle le gossypibum péricardique, qui est un granulome inflammatoire dû à un corps étranger, et éliminer rapidement, on est en Tunisie, il ne faut pas l'oublier, le kyste hydatique péricardique. Pour les tumeurs solides, il y a les tumeurs solides bénignes et malignes. Il faut savoir que les tumeurs solides primitives sont très rares, notamment les tumeurs malignes, que sont le mésothélium, le sarcome et le lymphome. Et ici, on voit un cas de lymphome avec une infiltration tissulaire au niveau du sillon auriculo-ventriculaire. Les tumeurs bénignes sont également rares. Les principales types de tumeurs sont les lipomes, l'hémangiome avec son rehaussement intense caractéristique, et le tératome avec sa composante tissulaire, graisseuse et calcique. Pour les métastases, qui sont de loin beaucoup plus fréquentes que les tumeurs primitives, il y a deux types d'envahissement. Il y a l'envahissement direct et par voie hématogène. Les principales tumeurs qui sont responsables d'envahissement direct sont les tumeurs pulmonaires, médiastinales et cardiaques. Pour la voie hématogène, il y a également le poumon, il y a aussi le mélanome, le sein et le lymphome. Et ici un cas d'un cancer du poumon avec métastase péricardique, et on voit très bien ici l'épaississement nodulaire après injection de fluide de contraste du péricarde. Il y avait également une métastase du septum interventriculaire. Enfin, je vais vous parler de la graisse du péricarde. Actuellement, ça prend beaucoup d'importance dans les dernières publications. Il faut d'abord avoir les idées claires. Au fait, quand on parle de graisse épicardique, c'est la même chose que la graisse péricardique. Et dans la littérature, vous allez plutôt trouver le terme graisse épicardique. Mais c'est la même chose que graisse péricardique. C'est la graisse qui est à l'intérieur du sac péricardique. En revanche, elle est différente de la graisse paracardiaque, qui constitue la graisse intrathoracique médiastinale. Donc ici, c'est la graisse péricardique, à l'intérieur du sac, ou épicardique, et la graisse médiastinale. D'après certains auteurs, cette graisse est indépendante du BMI, l'abondance de cette graisse est indépendante du BMI et de l'obésité. Par contre, par rapport au reste de la graisse intra-abdominale notamment, elle a des caractéristiques, notamment embryologiques, anatomiques et biochimiques. En effet, cette graisse est responsable de la sécrétion de cytokines inflammatoires. Ces cytokines peuvent agresser les coronaires, augmenter la vulnérabilité des plaques, augmenter le risque de rupture et éventuellement être responsable d'un syndrome coronarien aigu. La mesure de cette graisse peut reposer sur la surface, l'épaisseur ou le volume, mais actuellement c'est le volume qui est préféré. Mais il n'y a pas de consensus. Je vous ai dit, c'est depuis 3-4 ans qu'il y a beaucoup d'effervescence pour la graisse péricardique. Il y a certains auteurs qui parlent de 68 cm3 par mètre carré, donc c'est indexé à la surface corporelle, d'autres qui parlent de 100 ml et d'autres qui parlent de 150 ml. Il n'y a pas pour l'instant de consensus. Mais le volume, toutes les études sont d'accord que ce volume est corrélé au sténose coronaire, aux plaques hypodenses et mixtes, à l'ischémie myocardique et à la fibrillation auriculaire. Et je vous montre deux images de la littérature qui montrent ces logiciels semi-automatiques ou automatiques qui permettent de détecter cette graisse. En fait, il faut la limiter après mettre des seuils de moins 30 à moins 190 qui correspond à la densité de la graisse pour calculer ce volume de graisse épicardique. Ici, un autre cas avec une hypertrophie de la graisse épicardique avec un volume qui est estimé à 196 cm3. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord que le scanner est très utile dans l'exploration du péricarde. On n'a pas besoin de synchronisation ECG pour étudier le péricarde. L'étude du péricarde est possible et elle est même nécessaire sur toute l'imagerie thoracique en couple. Le péricarde est difficilement vu à gauche, donc il ne faut pas porter à tort le diagnostic d'agénésie partielle du péricarde. La connaissance des récessus et des sinus est obligatoire pour tout radiologue, notamment dans le domaine oncologique, pour faire la différence entre ganglion et récessus. La cartographie précise des calcifications dans le cadre d'une péricardite chronique constrictive est obligatoire avant toute chirurgie. Les calcifications, dans ce cadre, elles sont inconstantes. L'épaississement tissulaire nodulaire est suspect jusqu'à preuve du contraire. Les tumeurs solides, elles sont rares, et les métastases, elles sont beaucoup plus fréquentes que les tumeurs primitives. Et enfin, avec l'intérêt croissant pour la graisse épicardique, peut-être qu'un jour, elle va intégrer les scores de risque de stratification cardiovasculaire. Et je vous remercie.